Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. La critique de la troisième adaptation des livres de Dan Brown, Inferno, sorti en 2016, réalisé par Ron Howard. C'est un film avec Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Ben Foster, Irfan Khan, enfin plein de beau monde. C'est un film qui a coûté 75 millions de dollars. Il en a rapporté pour l'instant 186 dans le monde. Il n'a pas du tout marché aux États-Unis. Et il a eu pour l'instant 2 fois moins que le précédent, dans les 2 cas d'ailleurs. C'est très surprenant parce que finalement on pourrait presque penser que Dan Brown n'avait pas vendu autant de bouquins avec Inferno et donc les gens sont moins au courant, les gens attendent moins et du coup les gens n'y vont pas. Ron Howard n'a pas de bol en plus pour les dates puisque le film a été repoussé pas mal de fois par rapport à d'autres sorties qui étaient plus imposantes et son dernier film Au cœur de l'océan avait été repoussé de façon assez importante pour ne pas affronter des titans de chez Disney. Ça pose des petits soucis, le film est malmené au box-office, c'est bien normal, et il dure 2h20. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h20 ? Eh bien, perdu par des visions de fin du monde, amnésique dans un hôpital, Robert London est poursuivi et à la poursuite de quelque chose qui lui permettrait de sauver l'humanité contre un dangereux virus. La promesse du film se pose là, c'est un film contre la montre pour sauver l'humanité en fouillant des sites historiques à la recherche d'indices. C'est un petit peu le principe, c'est une chasse au trésor, en quelque sorte une chasse au virus, une chasse à la bombe. Le film s'est fait tellement démolir de tous les côtés, c'est assez effarant, c'est assez étonnant que les gens n'aient pas juste un petit peu plus de recul et soient tout de suite en train de déverser des violences. Enfin bon, mon avis, je suis sorti de la salle, j'étais content, je venais de voir un film avec un peu de suspense, ça faisait bien plaisir, mais ce n'est pas mirobolant, je pense qu'Ange Démon est la pointe de la pyramide, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. Le Ange Démon, je trouve très réussi par rapport à celui-ci qui est un peu en dessous, hein, faut dire ce qui est. Je vais revenir sur tout le film étant donné que voilà, il y a quelques rebondissements, quelques idées qu'il faut quand même un petit peu dévoiler pour parler un peu plus du film, parce que sinon on peut rester en surface, hein, mais bon, étant donné que là je prends un tout petit peu de retard pour faire la critique, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà regardé, les plus intéressés bien sûr, mais je préviens quand même. Voilà, pour ma part, c'est un bon film, très sympathique. Je pense qu'honnêtement, Hawkshaw Ridge de Mel Gibson est peut-être le film à voir de cette semaine. Vous pouvez passer à côté d'Inferno. Moi, j'ai fait le choix de parler du film de Ron Howard. Ce n'est pas une sortie nécessaire, mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, eh bien, n'hésitez pas. Le principe du film, il est absolument génial et c'est un problème de toujours, comme dit Eddie Malou. C'est la surpopulation, c'est un grand problème. On nous le dit dès le début du film que au bout de tant et tant d'années, on se retrouvera en surpopulation et ça ne va pas. Un milliardaire a créé un virus qui va répandre sur la Terre. Chose très très classique, l'élimination par la main des puissants. C'est un problème réel, bien sûr, tôt ou tard, on sera trop nombreux, si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, pour ma part, on l'est déjà. On est déjà beaucoup trop nombreux sur cette planète, et donc ce milliardaire a créé un virus, Bertrand Zobrist, je crois. On sait qu'aujourd'hui, le monde n'appartient plus à la religion, à la force de frappe, mais bien aux puissants, aux gens de pouvoir, pas aux politiques, mais aux grandes entreprises. Le film n'est pas du tout en retard sur son temps, il est pleinement ancré. Je vous le rappelle, déjà dans les années 80, on avait des films comme Robocop, et je crois 90 Total Recall, les 2 films de Paul Verhoeven, où nous avons les compagnies qui mènent les gens en baguette. Je crois que les élections américaines récentes nous ont prouvé que les chefs d'entreprise peuvent devenir des présidents. Donc je crois que ce que nous présente le film est complètement plausible et complètement juste dans notre ère contemporaine. Donc ça c'est déjà un très bon point. Le film n'est pas vieillot à ce niveau-là dans les thématiques. Il est vraiment au cœur. Il est vraiment au cœur de notre société. Alors 10 ans après la première adaptation, qu'est-ce qui nous reste ? Je trouve qu'il est peut-être un peu plus écrit comme un film que les précédents. C'est un jeu de piste, bien sûr, qui a ses trous béants en adaptation, parce que ça reste une découpe du bouquin
qui est très très lourd, il me semble. Je l'ai pas vu, hein. J'ai lu aucun bouquin de Dan Brown, donc je ne juge le film que pour ce qu'il est, hein. J'ai vu quelques critiques qui parlaient de différences avec le bouquin. Est-ce que pour autant ça fait une mauvaise adaptation, le fait que voilà, le film ne soit peut-être pas à la hauteur? Je ne pense pas, mais il y a quelques petits déchets en quelque sorte. Beaucoup de pistes qui sont balancées comme ça, qui sont superbes, mais après on n'y revient plus. Par exemple, au début du film, il y a l'ami de Robert London qui s'appelle Ignacio, je crois, un truc comme ça. Le gars, il s'est caché, il a caché un masque, le masque de Dante. Alors il retrouve le masque, mais il retrouve jamais Ignacio, donc on sait pas ce qu'il est devenu le mec, hein. Voilà, des trucs comme ça, ou par exemple, une idée qui est vachement bien, et moi je me suis dit, oh là là, s'ils vont dans ce sens-là, ça va être épique, c'est la fausse piste comme quoi Robert London serait le porteur du virus. Alors là, je me suis dit, oh putain, c'est énorme comme idée. Mais c'est très vite envoyé aux oubliettes, cette idée. Je pense que dans le bouquin, ça devait peut-être avoir une plus forte importance, c'est-à-dire que pendant un temps dans le récit du livre, Robert London se posait la question. Mais après, c'est très vite déplacé cette idée. C'est pas facile, je pense, pour les scénaristes de dégraisser le mammouth, j'ai l'impression, qu'est le bouquin. Donc il y a des petites traces, voilà, il y a des petits résidus, hein. C'est comme dans Akira. J'avais fait la réflexion dans le film d'Otomo qu'il y avait des petits résidus inutiles du manga qui restaient dans l'adaptation. Et bien ici vous les avez aussi, hein, des va-et-vient, des trucs. Alors c'est très difficile de se dire est-ce que ça vient du bouquin qui a été voilà mal dégraissé, ou est-ce que c'est un ajout du film qui est pas nécessaire. Alors bon, là c'est la question, parce que voilà, on a des situations qui sont téléphonées. Après, dans ce genre d'histoire de suspense, c'est plutôt commun, on va dire. Ce n'est pas bien grave, hein, quand on va voir ce genre de films. Ce ne sont pas des films qui sont vendus comme étant révolutionnaires. On sait très bien qu'on va avoir toute une panoplie de situations et de personnages qui répondent aussi à des fonctions de thriller, des fonctions de films à suspense et de retournement, bien sûr. Donc on sait qu'on va avoir ça. On ne sait pas quand on va les avoir dans le film, mais on sait qu'on va les avoir. Donc ce n'est pas, moi je jette pas la pierre, hein. Oh là là, c'est cliché, c'est mauvais. Non, non, c'est cliché parce que ça correspond à des codes. Après, les gens, ils veulent toujours révolutionner les codes, faire du neuf, parce que les gens sont tellement blasés. Mais alors, ils peuvent pas se poser devant un film qui est peut-être un peu classique et quand même prendre un petit peu son pied. Parce qu'après, à force de chercher de l'innovation, les mecs, ils vont devenir super blasés parce qu'ils la trouvent jamais. Ils la trouvent une fois sur toute l'année. Donc, à un moment, il faut aussi arrêter ces conneries, essayer de reprendre un peu de recul par rapport à sa culture, voire même se faire une purge. Quand on va voir un film, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est là déjà la promesse du film. Et ensuite, quels codes on va avoir dans le film? Des codes qui sont obligés d'apparaître. En plus, voilà, c'est un récit, je pense, qui est plutôt dans le bouquin, hein, qui est plutôt aussi répondant à des codes. Donc franchement, il y a pas trop à s'insurger contre l'histoire. Bon, ça n'empêche pas des trucs un petit peu bizarres. Parce que on nous parle, voilà, le masque de Dante, une pièce de musée qui est protégée et tout ça. C'est une pièce de collection qui a été prise par Zobrist, donc le milliardaire. Le Zobrist, il a quand même écrit des trucs derrière le masque, c'est-à-dire qu'il a pris de l'encre et il a commencé à griffouiller, à faire des tags, quoi, sur le masque. Alors, tu te dis, ah ouais, ok, une belle pièce de musée, le mec, il s'amuse à griffonner dessus pour faire son énigme. Ça, voilà, tu te dis, ah ouais, quand même, les mecs, ils vont loin, quoi. Bon, ça, c'est un petit moment what the fuck, parce que c'est vrai, pour une pièce de musée... c'est comme si moi, pour faire une énigme, je mettais un autocollant au dos du masque de Toutankhamon, quoi. Ça se pose là. Donc bon, il faut aussi s'attendre à des petits machins comme ça. Ce n'est pas très grave. Mais le film a des recherches d'énigmes un petit peu amoindries, faut dire ce qui est, par rapport aux deux précédents. En fait, le premier véhicule vraiment la recherche intellectuelle. Le deuxième, un petit peu moins, parce que c'est ancré vraiment dans du suspense, quoi. Il faut retrouver les cardinaux. Eh bien, ce volet-ci, eh bien, c'est encore un petit peu amoindri davantage. C'est plus sur, voilà, de l'observation, plus que de la réflexion. Il faut observer ce qui se passe et agir en conséquence, et on trouve la solution. Ce n'est pas la réflexion, on doit monopoliser sa culture. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, il faut, voilà, c'est amoindri encore davantage. Mais bien sûr, le suspense, la course contre la montre est du coup beaucoup plus importante. De ce que j'ai lu dans le bouquin, le principe du virus n'est pas de tuer tout le monde, mais de rendre infertile un tiers ou la moitié, je sais plus, de la population mondiale. Ici, c'est clairement montré comme étant
Je veux tuer un max de gens. Je veux créer un choc. Sachant que dans le film, on nous le précise que Zobrist était allé voir l'Agence mondiale de la santé pour élaborer quelque chose, une sorte de virus qui rendrait infertiles les gens. Mais l'Organisation de la santé a refusé et il est reparti. Donc on nous le mentionne quand même, cette idée d'infertilité. Mais après, ce n'est pas du tout replacé par la suite. Les aventures de Robert London dans ce film vont très très vite. Il y a pas mal de flashbacks aussi, surtout au début en fait, qui paraissent inutiles. Mais au final, il en joue quand même un petit peu, Ron Howard, parce que bien sûr, nous avons un personnage amnésique. Donc le système de flashback est court-circuité par l'amnésie de Robert London. Ça crée des petits problèmes et on nous rend ces problèmes visibles par la mise en scène. Après, ça court-circuite des fois un petit peu l'élan, la rupture du récit. Mais il faut pas s'en inquiéter, je pense que c'est tout à fait normal. Je ne sais pas comment c'est rendu dans le récit, mais ça peut être intéressant. Du coup, ça accélère encore davantage parce qu'on rajoute encore des scènes en flashback dans les mêmes scènes au présent. Donc un gros flux d'images, particulièrement au début. Pour une aventure qui est moins mystique, ce n'est pas une aventure à mettre en rapport avec les National Treasure, vous savez, les Benjamin Gates. Benjamin Gates, c'est vraiment un autre registre. Hein. Faut pas se tromper de chemin, hein. Ce n'est pas l'aventure intellectuelle de David Chicotte. Il n'y a pas un manque de divertissement, il y en a quand même, parce qu'il y a quand même, je trouve, beaucoup d'action. Alors, il ne s'agit pas d'une action avec des pampans et tout ça, mais de l'action, voilà, il faut éviter les autres, on ne sait pas qui est qui, il faut se cacher, voilà, ce genre de choses, quoi. Je trouve, par exemple, que tout le trip qui se passe à Venise n'est pas utile. Ça m'a beaucoup impressionné, en fait, de voir à quel point c'était inutile, le truc à Venise. Alors, bien sûr, à Venise, il y a une révélation qui se déclenche. Ça aurait très bien pu avoir lieu à Florence. Alors bon, il y a un trip à Venise, ok, c'est joli. On a un très beau plan d'ensemble de la ville de Venise. Mais à part ça, c'est un peu dommage. Alors dans ce cas-là, est-il mal rythmé? Ben étant donné qu'ils vont et viennent entre beaucoup de scènes et entre beaucoup de personnages, c'est pas facile à équilibrer. Par moments, j'ai pas eu de problème. D'autres moments, tu te dis, ah là, il y a un petit souci. Par exemple, la scène finale. À la scène finale, il y a un problème qui est important. Enfin, pour moi, qui m'a bloqué vraiment. Avant, bien sûr, de reprendre sur les rails, c'est que, voilà, on a une scène finale, c'est le suspense, bien sûr, l'activation de la bombe, alors on est à fond. Alors là, je peux vous dire que moi, j'étais à fond. Je me suis dit, putain, il faut qu'ils prennent la bombe. En plus, c'est dans un environnement souterrain avec de l'eau rouge partout, enfin, c'est assez beau. Et on a tout le monde qui s'affaire à trouver la bombe, alors tout d'un coup, ils trouvent les criminels, les méchants. Alors, oh là là, vite, il faut capturer les méchants. Mais il faut aussi s'occuper de la bombe. Parce que les méchants, ils vont peut-être activer la bombe. Donc voilà, on a tout le monde qui cherche la bombe. Et tout d'un coup, on sait pas pourquoi, on a toute une scène avec Irfan Khan qui essaie de choper le chef des méchants. Alors que t'as pas envie de le suivre, le mec, t'as juste envie de suivre Robert London qui va essayer de trouver la bombe. Et non, et t'as Irfan Khan qui se bat avec son couteau, là, son couteau spécial, qui tue des gens. Mais tu t'en fous! Pourquoi Ron Howard se connecte à ce mec-là? Le principe de cette scène, c'est qu'il faut qu'on ressente la tension de la recherche de la bombe. C'est pas un mec qui se bat, ok, ça fait de l'action, mais ce n'est pas utile. Alors là, voilà, là, il y a un mauvais choix. Là, c'est mal rythmé. Là, il y a un problème de rythme, parce qu'on te sort de l'enjeu principal de tout le film, qui est sa résolution, là. La résolution du film, ce n'est pas Irfan Khan qui se bat contre des méchants. C'est la recherche de cette putain de bombe. Donc voilà, là ça m'a sorti un petit peu de la scène. Bon, dans l'ensemble ça se laisse regarder. S'il n'y a pas des gros problèmes. Après, alors là il faudrait vraiment regarder dans le détail, plan par plan, scène par scène. Mais bon, on n'est pas là pour le faire, hein. Là je vous ai donné un petit détail de ce qui peut arriver, c'est-à-dire des petits à côté. Des petits à côté qui sont peut-être pas nécessaires, mais qui permettent, voilà, de rendre compte un petit peu de la destinée de tous ces petits personnages qu'on nous narre pendant tout le récit du film. Après, moi ça me fait rêver, c'est pas ça, mais moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que aujourd'hui, quand on a des conflits globaux, quasiment tout le temps ce sont des films de super-héros. Et ce sont plus des thrillers avec des gens qui sont des gens communs, quoi, des gens normaux. Parce que Robert London, c'est pas un super-héros. Et Tom Hanks, il a aussi, je crois, plus de 60 ans. Ah, c'est sûr que là, tu fais plus les super cascades et tout ça. Et dans le film, on le voit, le mec, il a du mal à grimper un mur. Alors bon, il essaye de faire ce qu'il peut, il évite beaucoup les gens, il essaye un moment de maîtriser quelqu'un, mais il arrive pas trop. Enfin, c'est quelqu'un d'ordinaire. C'est un peu un Roger Thornhill, quoi, le Tom Hanks. Hein. Donc Roger Thornhill, La mort aux trousses de Hitchcock. Hein.
Il y a quelque chose d'Hitchcockien là-dedans. J'aime bien voir ce récit ailleurs, dans d'autres formes de scénarios, comme ici, que forcément, voilà, truc de super-héros avec des militaires. Et non, là, il n'y a pas de militaires, ça fait du bien. Alors bien sûr, étant donné que c'est hors contexte de super-héroïque, militaire, Jean-Claude Van Damme et tout ce que vous voulez, ah bah c'est un scénario ridicule. Alors sur quelle base on se place là? Sur quel film on jugerait celui-ci ridicule? Parce que le film, oui, il tend quand même des bâtons pour se faire battre par moment. Mais franchement, sur quelle base on se trouve? Ah, parce que ce genre d'enjeux globaux ne pourrait pas se retrouver dans ce type de film. Non mais qu'est-ce que c'est que cette façon régressive? Franchement là, j'essaye de revenir un petit peu sur les critiques que j'ai lues. Bon, c'est un peu malsain. On en avait déjà fait les reproches sur certaines critiques, mais je trouve que ça aussi, ça renforce de voir un petit peu les autres critiques, ça renforce un petit peu les impressions qu'on a et ça permet de conforter presque son avis. En tout cas, ça a conforté le mien. C'est plutôt bien parce qu'ils sont décomplexés dans le scénario. C'est ça le cinéma, on cherche pas à faire du réalisme, ça n'existe pas. Donc il y a toujours une part excessive dans les scénarios, dans les personnages. Les gens cherchent leur double dans les films. Bon, je crois qu'il faut pas essayer d'aller dans ce sens-là. Ils cherchent le double de la vie dans les films. Moi, en tout cas, je sais que c'est pas ce que je cherche. Et dans ce genre de scénario, moi j'aime bien me projeter parce que c'est suffisamment vraisemblable pour qu'on y soit. C'est un peu un doppelganger en fait, le cinéma. Ça nous fait miroiter le réel, mais c'est pas le réel. Bah là, c'est la même chose. Ça nous fait miroiter un enjeu et des personnages qui semblent être des gens qu'on pourrait croiser dans la rue, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là. Avec aussi, et c'est là que c'est assez génial le scénario, des phrases, mais comme dans les précédents, hein, des phrases de Robert London qui essayent de justifier le scénario, c'est-à-dire la fâcheuse tendance à convaincre le spectateur du scénario. À un moment, il dit un truc tout compliqué et il se tourne vers Felicity Jones et il lui dit « That makes sense, right ?» Ça fait du sens, n'est-ce pas? Et la situation, bien sûr, c'est donné dans la situation, mais c'est donné aussi au spectateur. Est-ce que tu crois à ce que je viens de dire? Je trouve ça génial, parce que c'est un peu méta, le truc. Je parlais de twist un petit peu avant. Je pense que, étant donné que voilà, nous connaissons les codes, nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de twists qui sont connus du public. Et nous nous attendons à les voir aussi dans des productions. Elles ne sont pas étonnantes quand on sait ce que nous allons voir, et on sait qu'on va avoir ce genre de retournement de personnages, des retournements de scénario, de situation, de point de vue. Si vous avez tout vu, si vous avez vu tous les types de retournements possibles, ben oui, pour vous, j'ai presque envie de dire tous les films avec les retournements, c'est un peu des films de série B. Alors que ce n'est pas forcément le cas, en fait c'est la cinéphilie du spectateur qui est presque à remettre en cause parce qu'il a vu trop de films, il est trop bien armé pour regarder ce genre de film de suspense. Ce n'est pas la faute du film, hein. Le film il fait son taf et les retournements sont les bienvenus. Il y en a un que je n'ai pas forcément venu voir. C'est un retournement qui est classique, mais je ne l'avais pas prévu. Je me suis suffisamment bien investi dans le récit pour être surpris. Et ça, je crois que c'est aussi une grande force du spectateur. Ce n'est pas le spectateur qui doit rentrer dans la salle déjà blasé et déjà essayant de calculer ce qui va se passer. C'est le spectateur qui doit oublier qu'il est cinéphile quand il va regarder un film dans une salle. Et ça, c'est terriblement difficile. Ça m'est pas arrivé souvent quand je vais au cinéma, mais ça m'est arrivé d'être tout de suite bloqué parce que, en tant que cinéphile, j'avais des exigences, des réflexions et tout ça, et ça m'a gâché le film. Ça m'a gâché des films. Il y a aussi un retour à l'innocence que le spectateur doit faire. Il doit en faire la démarche pour pouvoir apprécier tout un panel de films, dont celui-là, je pense. Parce que quand on voit certaines critiques super violentes, j'ai presque envie de dire, quand tu as tout vu et que tu t'offusques de voir ce genre de retournement, j'ai presque envie de dire que ça sert à rien d'aller au cinéma dans ce cas-là. Parce que quand tu vois des critiques très très violentes, j'avais entendu un critique, Mark Kermode, qui est un critique anglais, qui disait intergalactiquement stupide. Je trouve que c'est vraiment abusé. Alors, qu'on se comprenne bien, je l'ai déjà dit, le film est moins bien quand j'ai les mots, mais ce n'est pas la purge que j'entends là un petit peu partout autour de moi. C'est trop violent de dire ça. Je pense pas que ces films tendent vers le too much.
Parce que bien sûr, hein, quand ça a l'air un peu bizarre, oh là là, pourquoi un pauvre petit universitaire tout d'un coup peut sauver l'humanité? Oh là là, c'est too much. Oh, mais non, mais attendez, le cinéma ça a toujours été un petit peu dans cette fibre-là. L'ordinaire accomplit l'extraordinaire. Alors ça, on l'a vu beaucoup de fois, on devrait plutôt apprécier ce genre d'éléments que nous crée le cinéma. Parce que dans la vie réelle, je pense que ça arrive rarement. Le cinéma nous crée cette dynamique et essaye de nous faire croire à cela. Alors bien sûr, si vous vous bloquez parce que c'est pas réaliste, ah bah oui, bah n'allez pas voir les films au cinéma parce que c'est ce qu'ils vendent. Ce genre de films, ces films américains vendent ces grands spectacles, ces grandes aventures qui sont données à des gens qui ne sont pas prêts. C'est ce que nous cherchons, je pense, quand on va regarder ce genre de film. Donc il faut à un moment l'accepter et pas être bloqué sur des trucs, quoi, mais des machins. Moi j'entendais la critique de Chris Tuckman. Ah ouais, mais en fait c'est une comparaison avec un Bourne style avec la caméra portée et tout ça. Ah bah, moi j'y peux rien si le mec il sait pas ce que c'est que les Bournes. Je veux dire par là que ok, on a un héros amnésique, mais il faut encore une fois là rétrospectivement, faites convoquer votre cinéphilie, vous verrez que bon, Bourne il a rien inventé non plus, hein. On a les constantes et les variantes, voilà. Donc les constantes sont restées du début jusqu'à la fin, les variantes, c'est ce qui nous fait venir au cinéma. Parlons enfin des personnages. Oh là là, je sens que cette critique elle va durer très longtemps, hein. Moi je pensais que je ferais 16 minutes, 16-17 minutes. J'ai parlé un peu trop vite. Ici, le personnage joué par Tom Hanks est plus important que dans les précédents. On partage sa vision. Dans les précédents, il était plus témoin d'action. Nous avons vu que dans le deuxième, il était beaucoup plus important. Il savait déjà beaucoup plus se mettre en valeur. Ici, il est encore plus en valeur. Tom Hanks a la mémoire défaillante. Il se réveille dans un hôpital. Il ne se souvient plus de rien depuis, voilà, 2-3 jours. Alors bon, il y a des petits problèmes de mémoire, mais ça remonte juste à 2 jours. Ce n'est pas un violent coup qui l'empêche de faire des choses importantes. C'est-à-dire de se souvenir de toute la culture qu'il a accumulée. Donc il arrive à reconstituer des puzzles compliqués, alors qu'il a encore des problèmes de mémoire pour se souvenir de situations. Il n'arrive pas à trouver le mot café, mais il arrive à se souvenir de son mot de passe de mail. Vous voyez ce genre de paradoxe quand je vous disais que le film tend un peu le bâton pour se faire battre. Eh bien ce sont ces genres de raccourcis qui sont un petit peu dommages, mais bon, j'accepte ça volontiers. C'est peut-être le fait que le film n'a pas le temps de déployer toute l'amnésie comme le livre le fait, donc c'est beaucoup plus court et nous avons accès à ce genre d'exemple en fait d'amnésie et de non-amnésie dans la même scène. C'est peut-être ce qui gêne le plus, c'est que ce genre de rapport là que je viens de vous faire, ça apparaît dans la même scène. C'est un petit peu gênant, mais pour le coup, ça crée une faiblesse qui est un peu exploitée quand même dans le film du personnage. Je vous parlais dans les précédents volets de la claustrophobie qui n'est pas utilisée. Quand ici, ce n'est pas utilisé non plus. Et bien ici, l'amnésie est une faiblesse au personnage qui est exploité. Et assez loin d'ailleurs dans le récit, jusqu'à la moitié du film. Le personnage en lui-même, eh bien, amnésique. Comme il disait d'ailleurs sur le plateau de TF1, c'est un peu comme un film de Hitchcock. Le spectateur en sait plus que le personnage principal, hein. En tout cas, vers la moitié du film, puisque nous avons au départ les mêmes informations que Robert London. On partage son regard, comme je vous l'avais dit. Après, vous savez, quand on parle d'énigmes et de résolution d'énigmes, on en revient toujours un petit peu au même problème. C'est-à-dire que on a l'impression que Robert London résout les énigmes en 1 minute. Même les plus complexes. Le montage nous rend compte du temps passé. C'est là où il faut travailler ses ellipses. Il le fait dans un environnement où il y a beaucoup de tableaux. Eh bien, les choses se passent très très vite. Et c'est là peut-être la limite de l'adaptation de ce genre de récit. C'est-à-dire qu'on peut prendre 20 pages pour montrer que le mec réfléchit sur un mystère et observe son environnement. On ne peut pas passer 20 minutes dans un film à faire la même chose. Il faut aller plus vite. Donc on a l'impression que c'est un peu le Superman de la culture, Robert London. C'est sûr que si on devait passer 10 minutes sur une énigme, là tu te ferais chier, hein, mais comme il faut. Hein. Encore une fois, comme dans les films précédents, il est magnifiquement bien accompagné, avec une Felicity Jones qui a la bouche entrouverte, magnifique.
Un peu à la Kristen Stewart d'ailleurs. Voilà, une magnifique brune. Enfin bon, voilà, vous allez la voir dans le Star Wars. Écoutez, c'est sympa. L'alchimie entre les deux acteurs joue bien. Le rapport de couple, même s'il n'y a pas de relation de couple entre les deux, ça m'a un petit peu gêné. Par contre, Robert London a une relation amoureuse avec un personnage qui est plus dans sa tranche d'âge, on va dire, dans le film, qui est plutôt bienvenu parce que ça donne beaucoup plus d'épaisseur. Là, le film s'oriente beaucoup plus sur Robert London, parce que voilà, il a des niveaux de conflit et il a des niveaux aussi d'intérêt, du love interest, comme on dit, dans le récit, et même le personnage de Felicity Jones a plus de niveau de conflit que les autres personnages féminins avant. En tout cas, ils sont plus palpables. Je ne vais pas vous les dévoiler, enfin même si j'ai déjà assez spoilé comme ça, je pourrais continuer à le faire, mais c'est pas nécessaire. Sachez seulement que, déjà que la vidéo elle est longue, sachez seulement que les niveaux de conflit sont présents, sont peut-être pas traités de la meilleure des façons, mais ils sont présents. L'antagoniste, le mec le plus débile de la Terre, il est poursuivi dans les rues d'une ville et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est monter en haut d'une tour et se rendre compte qu'il ne peut plus faire machine arrière. Quel crétin. Franchement, je comprends pas. Le mec, c'est un milliardaire. Le film commence comme ça. On a le milliardaire Bertrand Zobrist qui court. Et voilà, tout d'un coup, il est surpris. Oh là là, je peux plus partir, je peux plus m'enfuir. Bah oui, t'es monté en haut d'une tour, connard. Voilà, des trucs comme ça. Mais bon, vous savez, c'est la première scène du film, donc on va pas commencer à être de mauvaise foi dès le début du film. On va dire que il n'avait plus assez d'argent pour se payer des gardes du corps. On va partir par là. Non, mais voilà, vous voyez des choses comme ça, quoi. Après, bon, j'accepte le truc et puis ça passe, quoi. Mais il y a plein de petits détails qui viennent un petit peu. Voilà, si on a envie de faire chier le film, il y a tellement moyen de le faire. Mais moi, je n'avais pas envie de faire chier le film. Parce que déjà, le fait de savoir qu'il y a eu tellement de mauvaises critiques, ça m'a donné, comment dire, quand je suis allé voir le film, un œil beaucoup plus clément. Même si je sais très bien que je pourrais prendre les mêmes arguments, là, tout ce que je vous dis depuis le début, et les retourner et démolir le film. Mais moi, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai quand même pris du plaisir en sortant de la salle, j'ai quand même pris du plaisir. Pas autant que j'aurais cru, mais j'en ai quand même pris un petit peu. Donc j'ai plutôt envie de vous donner des bonnes sensations par rapport au film. Après, si vous n'avez pas envie d'aller le voir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plus envie de laisser une bonne impression au film que de venir le défoncer comme ça avec un flingue et après tu vas encore lui donner des coups de pelle avant de l'enterrer, quoi, voilà. Autre point qui est plutôt pas mal, bon, le précédent n'était pas un bon point, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est Omar Sy. Alors bien sûr, il a un accent français qui est assez important, mais les rôles sérieux sont toujours des rôles qui sont très précieux et qui montrent un petit peu la gamme de l'acteur quand c'est un acteur qui joue beaucoup dans de comédies. Je trouve que là, Omar Sy joue plutôt bien, une espèce d'agent un peu binaire, on va dire, parce qu'il y a un retournement avec lui dans le récit. Il veut vendre le virus, il ne veut plus récupérer le virus pour le mettre aux autorités de la santé, l'organisation de la santé, mais non, il veut le vendre au plus offrant. Et donc c'est dans son intérêt de traquer Robert London. Donc voilà, il n'a pas un grand rôle dans le film, mais ses apparitions sont sympas et il est assez menaçant. Moi j'ai bien aimé. Bon, bien sûr c'est un rôle qui est plutôt court, mais je pense que ça lui a fait beaucoup plaisir de travailler avec un acteur comme Tom Hanks. On le voyait sur le plateau de TF1. Omar Sy, il était super content d'être sur un tournage pareil et d'être avec Tom Hanks, de donner un peu la réplique à Tom Hanks. Voilà, des rôles sérieux, c'est toujours bien dans le parcours d'un acteur. Dernière partie sur la mise en scène, j'en peux plus parce que je saigne du nez en même temps d'être malade, je peux vous dire que c'est pas la joie. On va essayer de la faire courte, même si c'est pas possible. Le film il est plutôt bien fait, Ron Howard est quelqu'un qui a un style plutôt invisible. C'est un style de conteur, c'est-à-dire que c'est pas un style qui se met en avant, c'est pas m'as-tu vu, c'est pas tape à l'œil. Comparé à d'autres réals, ça ne fait pas de lui un mauvais réal, c'est toujours un petit peu le problème qu'on a en France quand on voit pas des pattes d'auteur, des choses symptomatiques, on a l'impression que c'est un mauvais réalisateur, mais ce n'est pas le cas, faut arrêter de déconner aussi. Il y a, en fait, comme je vous le disais, il y a des choses à déformer quand on va voir les films en salle, et ce genre aussi d'idées préconçues sur l'auteurisme et sur l'esthétique, il faut vraiment casser tout ça. La mise en scène est-elle intelligente? Elle est plus fonctionnelle, à mon sens. Il y a par exemple un travail de son
qui est assez intéressant au début du film. Tous les sons aigus, quand on pose les verres sur la table, les petits clics, les petits bruits comme ça dans l'hôpital, et bien Robert Langdon, du fait de son amnésie, de son coup sur la tête, eh bien il les ressent de façon beaucoup plus accentuée, et du coup bien sûr dans la mise en scène on rend compte de ça. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui est perturbé et la mise en scène va nous rendre compte de cette perturbation. Donc ça c'est par exemple un élément de mise en scène qui est plutôt le bienvenu. Ron Howard filme beaucoup en gros plans. Il y a beaucoup d'inserts et de gros plans. C'est assez surprenant, mais en même temps pas si surprenant que ça quand vous avez vu Au cœur de l'océan, son film précédent, qui est beaucoup à base de gros plans. Et même un petit peu des gros plans déformants. Il y a pas mal aussi de placements de produits, transport et ordinateur, je dis ça en termes d'anecdote, mais c'est plutôt important je trouve dans ce film-là. C'est un film sur le regard, qui se place dans un cinéma qui doit nous apprendre, ou plutôt nous réapprendre à voir. Aujourd'hui, vous savez, dans le cinéma américain, d'action, de suspense, on est plutôt dans un cinéma du mouvement. Mouvement du cadre et mouvement de son contenu. Ce film est mineur, il n'est pas là pour remettre en cause des choses, mais c'est aussi un film qui se place dans une mouvance de regard. Une mouvance, alors bien sûr quand je dis regard, il ne s'agit pas du spectateur qui regarde, mais par exemple du personnage qui tourne la tête pour regarder derrière lui, et après nous avons le contre-champ, la chose regardée en quelque sorte. Et bien ça, nous l'avons beaucoup dans le film. Bien sûr c'est un film qui est à suspense, il faut rendre compte de l'espace, des gens qui nous observent, de la paranoïa, donc il faut créer aussi un enjeu du regard. De même c'est quelque chose qu'on retrouve à la fin du film, hein. On a les gens qui cherchent la bombe, donc on a beaucoup de plans de regard, c'est évident, et comparé à des plans d'action qui sont des plans qui sont là pour créer du mouvement. Par exemple, un plan sur la boîte qui contient le virus, avec une espèce de jauge qui commence à dégringoler. Donc là, c'est un plan d'action, c'est un plan de mouvement, c'est un plan qui force le mouvement, mais c'est un plan qui n'est pas lié au regard de qui que ce soit. C'est un plan juste pour nous, pour créer les mouvements des personnages qui sont juste après. C'est pour créer de l'adrénaline, c'est un plan de suspense. Le plan de jauge de la boîte, c'est un plan de suspense, donc c'est un plan qui est lié au mouvement. Ça, c'est pas un plan de regard. Le plan de regard, ce serait plutôt Robert Langdon qui est en train de regarder un petit peu dans tous les sens, il s'arrête, il regarde quelque chose hors champ, hop, on passe sur le plan où on a un bout du sachet où il y a le virus qui flotte dans l'eau. Bah voilà, là c'est du regard, là c'est du purement de regard. Et ce regard dynamise le mouvement. C'est ce que vous avez de façon presque systématique dans Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road laisse beaucoup de temps au regard pour se placer. Il y a beaucoup de regard dans ce film. Et George Miller nous rend compte de ça. Ça permet la spatialisation et ça permet la tension. Parce qu'il y a des regards émotionnels, des regards de détresse, il y a plein de choses qui sont dynamisées par le regard. Ici, c'est vraiment le cas également. Alors, bien sûr, c'est quelque chose de plutôt commun que vous retrouvez un petit peu partout dans les films, mais je crois que c'est important des fois de réappuyer un peu dessus. Et dès le départ, le film joue sur le regard de vision d'horreur, de vision d'enfer, de la part de Robert Langdon, qui essaye de se contenir, mais qui a des visions de choses, de gens qui sont ancrés dans le sol, il en dépasse que les jambes, et bien sûr de cette confusion du héros, qui ne sait pas trop où il est, qui ne sait pas trop ce qui se passe, et bien on a une confusion de la mise en scène, un montage très assuré, très violent, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a même du mal un petit peu à apprécier la scène, mais c'est parce que justement on est aussi perdu. Ron Howard rend compte aussi de cette perte par le montage qui est vraiment très chaotique. Quand vous regardez le film, on voit qu'il y a une baisse de budget. Quand même, nous parlons là de la moitié du budget du précédent. Donc il y a une grosse baisse, ça se sent un petit peu malheureusement. Ça n'empêche pas, bien sûr, de belles exécutions. On a des foules qui sont très bien gérées, on n'a pas l'impression que ce sont des figurants. Ça fait beaucoup de bien de voir qu'il n'y a pas de blocage en fait. À un moment vous dites, tiens cette foule elle réagit bizarrement, ou tiens ce figurant il est mis en valeur, pourquoi? Bah non, moi je l'ai pas ressenti dans ce film, donc c'est aussi important à mentionner. Souvent on l'oublie, bien sûr les choses sont invisibles, mais c'est parce qu'elles sont bien exécutées dans ce cas-là. Mise en scène bien sûr des lieux qui sont magnifiques. Vraiment c'est une carte postale ce film, hein.
avec des lieux, la basilique Saint-Marc, alors le Palace au Pitti, je crois que c'est le bon nom de palace, parce qu'il y avait d'autres noms, enfin j'ai pas trop compris, mais des lieux historiques super beaux, bien sûr avec des grands plans larges et des mouvements de caméra très élégants, une superbe lumière, grosse production de value du film, avec je pense des autorisations de tournage qui n'étaient pas piquées des hannetons. Donc voilà, ce sont des lieux plutôt rares à voir dans les films. Ici, on a quand même des scènes importantes dedans. Donc c'est vraiment agréable de voir tout ça et de voir voilà, un peu de culture, un peu de lieux culturels dans ces films-là. Même si ce ne sont des fois que des prétextes. Pour de l'action, ça aurait pu se dérouler ailleurs. Je trouve que c'est plutôt une bonne volonté de rester dans cette optique de montrer de grands lieux historiques de notre culture européenne. J'embraye sur un autre point qui est un point un petit peu gênant. C'est un point, quand je vous parlais de la mise en scène invisible de Ron Howard, eh bien ça donne aussi des fois l'impression que c'est une mise en scène vieillotte. En quelque sorte, un film télé de luxe. Alors j'aime pas du tout cette idée, mais il y a encore une fois des bâtons qui me sont donnés pour battre le film. Le fait que les films précédents soient en 2.35 et que celui-ci, sans aucune raison, soit en 1.85. Alors, je pense que le 1.85, image plus rectangulaire, moins étirée horizontalement, permet peut-être de rendre compte au mieux des bâtiments, des intérieurs qu'il voulait filmer. Cependant, ça donne une impression beaucoup moins cinématographique. Oui, même si ça devient une norme maintenant, je ne suis pas d'accord avec cette norme. Le 2.35, c'est un format de cinéma. C'est un format qui est contraignant parce qu'il faut penser aussi un cadre de cette façon. Faut dire ce qui est dans le film, ça donne beaucoup moins de la classe au film. Quand le film a commencé, je me suis dit oh là, je vois que les bords ne se sont pas étirés dans la salle de cinéma, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recadré entre la pub et le film. Oh là, ça sent mauvais. Et quand j'ai vu le logo Sony, je me suis dit eh merde, c'est pas du format de cinéma. Alors ça commençait déjà mal. Et après ça a enchaîné avec les visions d'horreur. Alors bon, ce sont des visions, voilà, avec des gens qui souffrent, avec beaucoup de feu. Bon, c'est un petit peu mal fait, moi j'ai pas trop cru, je trouvais ça assez cheap. Et le côté cheap, c'est accentué avec la colorimétrie de ces visions d'horreur, qui est un espèce de truc kaki jaune, vraiment, mais du téléfilm, hein. Franchement du téléfilm. Moi ça m'a un petit peu choqué, même si... On nous le rappelle, hein, il est pas con le Ron Howard qui nous joue un petit peu la carte de la nostalgie, puisqu'on a une même dynamique au début du film entre quelqu'un qui est poursuivi et une conférence. Je vous le rappelle, dans Da Vinci Code, on a quelqu'un aussi qui est poursuivi dans le musée et Robert Langdon en même temps qui fait sa conférence. Donc voilà, on essaye de créer un lien avec Da Vinci Code sur la même dynamique, sauf que la différence est que cette fois-ci, on a les titres du film pendant la course-poursuite dans la ville. Et la conférence de Zobrist. Alors que dans Da Vinci Code, on l'avait pas. On avait quelques titres au début, après le titre du film, et après on a l'action. Alors de mémoire, hein, j'ai pas revu pour l'exemple. Alors qu'ici, on a les titres qui apparaissent un peu sur le côté, mais comme un téléfilm. Waouh, mais ça je crois que c'est la chose qui m'a le plus choqué de tout le film. Quand tu vois ça, tu dis oh non. Parce que la séquence, elle est pas mal, hein, la séquence de poursuite. Mais t'as des espèces de titres qui passent en dessous, on dirait une production TF1. On dirait un téléfilm TF1. Voilà, alors tu vois ça, tu te dis, t'es consterné. Enfin, moi j'étais consterné, je me dis, oh là là, le film, il commence mal. Mais bon, après ça se calme et ça devient plus intéressant. Je pense que nous avons aussi une exigence, hein, quand on fait de la mise en scène, quand on voit les mises en scène de blockbusters, les trucs disneyiens, Marvel, Fast and Furious. On n'a plus l'habitude de choses un petit peu qui cabotinent. Parce qu'on a tellement l'exigence du plan parfait, parce que maintenant le numérique ne nous laisse aucun répit, parce qu'on peut tout gommer, on peut tout faire au mieux, on peut tout éclairer, parce que maintenant l'étalonnage est extrêmement poussé. Donc maintenant on a une exigence qui est dithyrambique. On est toujours à l'affût du moindre petit détail qui pourrait attirer notre cinéphilie, du style « Oh, je vois un petit appel du pied à The Shining de Kubrick !» C'est deux plans, hein. C'est rien du tout, mais c'est quand même présent dans le film. Mais bon, que voulez-vous, on ne refait pas le monde, les CGI sont potables, il n'y en a pas des masses, hein. Enfin je pense pas, c'est plutôt un film qui est fait vraiment de véritables lieux, c'est vraiment la plus-value du film, c'est que les lieux ne sont pas en CGI, ça a vraiment été fait là-bas. Après il y a sûrement des parties qui ont été faites en studio également,
Il y a aussi tout un système de carton pour nous montrer les lieux qui sont visités. Le spectateur, il est crétin, il sait pas ce que c'est que ce lieu. Avec aussi le temps, c'est-à-dire 17h45, 19h30, pour nous essayer de nous faire monter la tension parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et ça, je trouve que c'est aussi une faiblesse du film par rapport à l'enjeu de course contre la montre, c'est qu'on nous martèle pas assez qu'il y a un temps qui est limité du virus avant qu'il ne se déclenche. Et bon, je trouve que mettre les cartons avec l'horaire juste en dessous n'est pas assez utile. On a déjà à peine le temps de le voir. La gestion de l'enjeu sur la totalité du film est un petit peu malvenue, surtout avec ce genre de petit effet, de petits cartons un peu ridicules. Enfin, pas ridicule, mais qui est pas nécessaire. Par contre, à la fin, là où t'as plus besoin de cartons, c'est juste la scène, là, je trouvais que ça prenait vachement bien. Et surtout, ce qui est génial, c'est que on a le chef des méchants qui est vaincu. Alors là, tu dis, c'est bon, le virus, il est maîtrisé et tout ça. Et non! Non, ça revient, parce qu'il y a un autre mec qui essaye de prendre la boîte et de l'ouvrir. Ah, tu te dis, mais c'est merveilleux. La boîte qui confine le sachet où il y a le virus qui va se répandre dans l'eau. Eh bien, il y a un mec qui vient de le prendre. Alors bien sûr, Robert London, il voit ça, il est tout affolé, il essaye de lutter contre lui. Et là, c'est génial. Moi, je suis tellement pris de plaisir. Là, je me dis, oh, mais c'est génial. On nous remet une couche. Voilà, moi, ce genre de truc, je kiffe tellement. Cette dernière scène, elle est réussie. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Bien sûr, on ne peut pas filmer la bombe parce que c'est un simple sachet qui est dans l'eau. Donc, tu peux pas créer du suspense avec ça. Par contre, tu peux créer du suspense avec la jauge de la boîte de confinement qui diminue. C'est visuel, donc là, tu peux le faire. Donc, en fait, il a recréé du suspense plus efficace. Parce que la recherche était... C'est ça qui est pas mal dans la dynamique de la dernière scène, c'est qu'on a la recherche visuelle, savoir où est la bombe, parce que les méchants vont aussi placer des explosifs. Donc là, on a un rapport visuel de montage, presque, entre les différents points de vue, les différents camps. Mais étant résolu, on va repasser sur un suspense visuel qui est le visuel de cette boîte et de cette jauge qui commence à descendre. Donc là, je trouve le rapport, il continue dans la lancée, mais avec un autre rapport. Ça, c'est bien. Je terminerai, parce que j'en peux plus, sur la musique de Hans Zimmer. Alors, c'est une musique qui est très étrange parce que vous entendez tous les thèmes des films précédents, alors que c'était pas nécessaire, franchement, à la sauce The Amazing Spider-Man 2. On a plein de petits effets dans la musique. C'est très étrange parce que vous avez du design son dans la musique. Dans la mélodie même, hein. C'est assez nouveau, ça se fait de plus en plus. La musique devient alors dans ce cas-là très très calibrée sur les images du film. Beaucoup moins indépendante du film. Quand vous écoutez de la musique de John Williams, par exemple, bon, c'est une autre génération, hein, mais la musique de John Williams peut s'écouter complètement en dehors du film. Quand vous voyez une musique de Hans Zimmer comme celle-ci, comme celle d'Inferno, elle est très très liée au film parce qu'il y a beaucoup d'effets de son qui sont inhérents à ce que nous voyons à l'écran. Il y a un léger thème d'Interstellar à un moment. Je trouve qu'Angers Démon avait beaucoup innové. Ici, c'est un remix. Voyez ça vraiment comme ça. C'est un remix des deux précédents, avec quand même un nouveau thème que vous avez sur la track Cerca Trova, qui est très sympa. On l'entend pas tant que ça dans le film, mais voilà, le nouveau thème, il est vraiment sympa. Bien sûr, tout ça, c'est de l'électro, hein. Vous savez comment est Hans Zimmer, et il se lâche, il se fait plaisir, il remixe beaucoup, hein. Mais moi, ça m'appelle des plus, j'ai beaucoup aimé. La chute d'argent rentrée entre David Chicotte et Angers Démon est importante. J'ai l'impression qu'Inferno est dans la suite logique de cette chute. Pour ma part, les attentes sont à moitié remplies, mais je pouvais bien me douter, avec toutes les critiques violentes qui ont quand même un fond qui est juste, que ça n'allait pas être mirobolant. Après, offrir du neuf, ça, on s'en bat les couilles, j'ai presque envie de dire, hein. À un moment, il faut arrêter d'imaginer les films parfaits à chaque fois qu'on rentre dans une salle de cinéma. À un moment, ça fait des années qu'on voit des films, on nous la fait plus. Bif, on ne me la fait pas. Pour ma part, je lui mettrai un 12,5, parce que je mets pas moins, parce que franchement, j'étais quand même pris dans le suspense au bout d'un moment.
Pour moi, c'est pas un direct tout DVD, un direct tout Blu-ray, comme j'ai pu entendre dans 2-3 critiques américaines. C'est un film qui est potable, mais alors ce n'est pas mieux que les précédents. Comme je l'avais dit, Hacksaw Ridge est, je pense, beaucoup mieux sur la semaine de films à voir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Genre, encore une fois, je sais que c'est un commentaire qui est très très long. C'est tout à fait normal que je passe autant de temps sur un film qui est finalement pas super folichon. Je vous remercie de me suivre, de me soutenir, ça me fait bien plaisir. Ne vous inquiétez pas aussi pour la suite des opérations. Il y aura quelques vidéos, bon je ne ferai pas certaines grosses sorties de fin d'année, mais bon je crois que vous êtes un petit peu habitués. Et je préfère vous aussi vous prévenir que bientôt il y aura des lives FAQ, donc n'hésitez pas à poser dès lors vos questions là dans les commentaires, comme ça je pourrai un peu répondre en live, avant aussi bien sûr de prendre des questions sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions en FAQ. Bien sûr moi je ferai un peu plus de tri cette fois-ci, hein, donc ne posez pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les FAQ précédentes. Je vous invite bien sûr à regarder les FAQ précédentes. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!